L'affaire Epstein ne cesse de révéler de nouvelles zones d'ombre. Jeffrey Epstein a longtemps été présenté comme un simple financier déviant, au cœur d'un vaste réseau de proxénétisme et pédocriminels. Mais au fil des documents déclassifiés par la justice américaine, un autre visage apparaît. Celui d'un homme d'influence politique, d'un homme de réseau au service d'intérêts stratégiques bien plus larges, notamment ceux d'Israël. Au cœur des Epstein Files, on découvre un Jeffrey Epstein très proche de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Ce n'était pas du networking entre hommes d'affaires, c'était une proximité politique, stratégique. Car pendant des années, Epstein a financé des projets liés à Israël, il a soutenu des initiatives connectées à l'armée, à la cybersécurité, au renseignement et même à la colonisation des territoires palestiniens. Au final, une question revient sans cesse. Jeffrey Epstein travaillait-il pour le Mossad, les services de renseignement israéliens ? On le sait, Jeffrey Epstein était un homme de réseau, connecté au sommet de l'État israélien, gravitant dans l'orbite du renseignement. Un homme dont les actions très concrètement servaient les intérêts stratégiques d'Israël. Les Epstein Files montrent tout d'abord une relation suivie, des échanges réguliers, des rencontres organisées entre Jeffrey Epstein et Ehud Barak. Ehud Barak, ce n'est pas n'importe qui en Israël, loin de là. Il a été chef d'état-major de l'armée israélienne de 1991 à 1995, puis premier ministre d'Israël pendant près de 2 ans, de 1999 à 2001. Mais surtout, il a été ministre de la Défense d'Israël pendant plus de 5 ans, sous 2 gouvernements successifs, celui d'Ehud Olmert et celui de Benjamin Netanyahou, de 2007 à 2013. Et c'est durant son mandat de ministre de la Défense qu'Ehud Barak va faire appel à Epstein pour entrer en contact avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ici, dans ce mail daté du 15 juin 2012 et qui s'adresse à Ehud Barak et à sa femme, Nili Priel, on peut lire « Jeffrey se demande si Ehud rencontrera Ouattara de Côte d'Ivoire la semaine prochaine ». Dans cet autre mail d'une des assistantes de Jeffrey Epstein et adressée à ce dernier en date du 16 juin 2012, on voit qu'une rencontre est prévue 2 jours plus tard entre Jeffrey Epstein, le fils du président ivoirien David Draman Ouattara et sa femme, Louise Ouattara. Nina Keita a confirmé qu'elle viendra vous voir accompagnée de son cousin Draman Ouattara et de son épouse Louise à 15h le 18 juin. Ces rencontres entre Jeffrey Epstein, Ehud Barak et le pouvoir ivoirien servent un seul but, permettre aux services de renseignement israéliens de s'implanter en Côte d'Ivoire et de vendre leur technologie de surveillance massive des communications téléphoniques et Internet. Une information non pas révélée dans les récents Epstein Files, mais en novembre 2025 par le média d'investigation américain JobSite, qui a eu accès à des mails piratés par un groupe de hackers baptisé Andala Hacking. Et grâce à Epstein, cette coopération commerciale va se transformer en 2014 en accord officiel de sécurité entre Israël et la Côte d'Ivoire. Ces technologies de surveillance vendues par Israël vont aussi permettre de renforcer le contrôle du pouvoir d'Alassane Ouattara sur l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Epstein ne se contente pas de connecter des chefs d'État en Afrique. Il tente aussi d'ouvrir des portes en France. Son objectif est clair, trouver des financements pour les projets de surveillance, de cybersécurité et de renseignement portés par Ehud Barak. Pour cela, il active son réseau. Et dans ce réseau, un nom de poids, Ariane de Rothschild. Banquière, femme d'affaires, héritière d'une des plus grandes dynasties financières européennes. Aujourd'hui, Ariane de Rothschild est directrice du groupe Edmond de Rothschild et elle est à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. En 2013, comme le révèle Le Monde, elle est introduite auprès d'Epstein par Olivier Colom, ancien conseiller international de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Très vite, Epstein joue les intermédiaires, il présente son grand ami Ehud Barak à Ariane de Rothschild. Epstein imagine même un dîner, le 30 janvier 2014, en présence de Nicolas Sarkozy, comme en témoigne ce mail. Finalement, la rencontre aura lieu plus discrètement, dans le bureau d'Ariane de Rothschild, rue du Faubourg Saint-Honoré, sans Epstein, sans Sarkozy. Mais le contact est établi. Et ce contact va servir. Quelques semaines plus tard, en mars 2014, Ariane de Rothschild utilise la connexion Epstein-Barak pour obtenir des informations sur les ministres de la Défense et spécialistes de la sécurité qui participeront à la conférence d'Herzliya, un sommet stratégique majeur consacré à la sécurité nationale israélienne et fondé par Uzi Arad, ancien haut responsable du Mossad et dont Ehud Barak siège au conseil d'administration. Ehud Barak consentira alors à partager la liste confidentielle des intervenants en demandant de ne surtout pas la divulguer à d'autres. Suite à ces échanges, la Fondation Rothschild deviendra sponsor de l'événement en 2014 et Ariane de Rothschild y interviendra personnellement. But I am convinced that Israel has all it takes to be stronger tomorrow than it is today, provided it focuses on the right challenges and addresses them properly and with determination. Resilience is a wider concept than just security. We ought to be visionary.
We must be daring and innovative. La banquière restera proche d'Epstein pendant des années, jusqu'en 2019, jusqu'à l'arrestation de ce dernier. Epstein ne limite pas son influence à l'Europe. Il ne joue pas seulement les intermédiaires en France. Il étend aussi son réseau tout autour d'Israël, dans les pays stratégiques du Golfe. Aux Émirats arabes unis d'abord, il approche Sultan Ahmed bin Sulayem, figure majeure de Dubaï, issue de l'une des familles les plus puissantes de l'Émirat. Au Qatar ensuite, avec Jabor Al-Thani, homme d'affaires et membre de la famille de l'émir. À chaque fois, la méthode est la même. Ouvrir des portes, connecter les élites, créer des opportunités. Et au centre de ces discussions, un intérêt très précis. Une entreprise. Une société de surveillance et de renseignement dans laquelle Epstein a investi plus d'$1 million. Son nom, Carbine, anciennement Reporty. Une société spécialisée dans les technologies d'urgence, de collecte de données et de suivi en temps réel. Et une société qui est surtout présidée par Ehud Barak. Autrement dit, sécurité, renseignement, surveillance, toujours les mêmes secteurs. Puis dans ces échanges apparaît un détail troublant. Lorsque Jeffrey Epstein va mettre en relation Ehud Barak et Jabor Al-Thani, l'homme d'affaires va demander à l'ancien ministre de la Défense israélienne de préciser aux Qataris qu'il ne travaille pas pour le Mossad, avec un smiley, comme pour désamorcer un soupçon persistant. Alors Jeffrey Epstein était-il un agent des services de renseignement israéliens ? Dans un rapport troublant du FBI du bureau de Los Angeles, daté de 2020, il est indiqué qu'une source, qui était en contact avec Jeffrey Epstein et son avocat Alan Dershowitz, était convaincue que l'homme d'affaires américain était un agent du Mossad. Selon cette même source, Epstein a même été formé comme espion par Ehud Barak lui-même. Les liens entre Ehud Barak et le Mossad ne datent pas d'hier. D'abord parce qu'en tant que Premier ministre d'Israël, il supervisait directement le Mossad. Mais ce n'est pas tout. Barak a déjà mobilisé son réseau lié au renseignement dans des affaires privées. On se souvient notamment qu'il avait mis en relation Harvey Weinstein avec Black Cube, une société de renseignement fondée par d'anciens agents du Mossad. Leur objectif, aider le producteur à contrer les accusations de viol révélées dans le cadre du mouvement MeToo. Autrement dit, Ehud Barak a toujours eu des liens étroits avec le Mossad. Le rapport met aussi en cause l'avocat de Jeffrey Epstein, qui est également professeur de droit à Harvard. La source citée dans le rapport indique clairement que selon elle, Alan Dershowitz avait été coopté par le Mossad et qu'il adhérait à leur mission. Contacté par le Times, Dershowitz a balayé ces allégations qui feraient d'Epstein un agent du Mossad, en déclarant qu'aucun service de renseignement ne lui ferait vraiment confiance. Mais d'autres spécialistes, comme l'ancien agent du renseignement britannique Lynette Nussbacher, elle aussi contactée par le Times, estiment qu'il est tout à fait plausible qu'Epstein ait servi d'atout pour le Mossad, c'est-à-dire qu'il collaborait avec eux. L'ancien agent du renseignement britannique s'interroge notamment sur l'origine des fonds dont disposait Epstein. L'origine de sa fortune reste un mystère largement débattu. Il est possible qu'une partie de cet argent provienne de sources étatiques pour qu'il devienne un agent de renseignement. Mais rien ne permet de penser qu'il était autre chose que l'individu abject pour lequel il a été reconnu coupable. Il est clair qu'Epstein avait le profil parfait pour les services secrets israéliens. Connecté aux dirigeants du monde entier et capable de permettre à un État comme Israël de conclure des alliances politiques et économiques. Et ça ne s'arrête pas là dans les liens qui unissent Jeffrey Epstein à Israël. Les documents liés à sa fondation révèlent que l'homme d'affaires finançait aussi des institutions israéliennes, y compris des projets liés à l'armée et à la colonisation. Ainsi, en 2005, on peut voir qu'il a notamment financé l'association des Amis de forces de défense israéliennes à hauteur de $25 000, une association basée aux États-Unis qui soutient l'armée israélienne et ses infrastructures militaires. Dans les Epstein Files, on retrouve cette photo dans ses dossiers, sûrement un cadeau pour ses contributions financières. Epstein a également financé le Fonds national juif à hauteur de $15 000, une organisation qui participe directement à la colonisation en Cisjordanie, selon la presse israélienne. Les Epstein Files dessinent donc un tout autre portrait. Pas seulement celui d'un prédateur sexuel, pas seulement celui d'un multimillionnaire déchu, mais celui d'un homme d'influence, un intermédiaire de l'ombre. Quelqu'un qui a mis son carnet d'adresses, son argent et ses relations au service d'un réseau mêlant diplomatie parallèle, technologie de surveillance, financement sécuritaire et alliances politiques au service des intérêts stratégiques d'Israël. Entre chefs d'État, banquiers, industriels de la cybersécurité, anciens espions, dirigeants politiques. Il naviguait là où se croise l'argent, le renseignement et le pouvoir. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, parce que cette affaire ne parle pas seulement d'un homme, elle révèle un système, un monde où les frontières entre finances privées, diplomatie et services secrets deviennent floues. Un monde où des multimillionnaires peuvent jouer aux ambassadeurs officieux. Un monde où des entreprises de surveillance se négocient dans des dîners privés. Un monde où la sécurité nationale devient un marché. Un monde où le renseignement devient un business. Le fait que Jeffrey Epstein ait pu le faire aussi longtemps, avec autant de portes ouvertes, avec autant de protection, et surtout avec autant de silence autour de lui,
révèle un monde où le pouvoir circule hors de tout contrôle.